Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je circule sur une rue à double sens de circulation. Je peux me garer sur l'emplacement réservé au stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans une rue à double sens de circulation, il est interdit de se garer en sens contraire à la circulation. Tu dois obligatoirement te garer à droite sur ton sens de circulation à toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, regarde cette petite animation, on est sur une rue à double sens de circulation et il y a des places de parking. De l'autre côté, tu n'as pas le droit d'aller sur la voie qui est en sens contraire pour te garer. Tout simplement parce que tu seras en sens contraire et donc il y aura des voitures qui viendront et qui se demanderont ce que tu fais. Tu vas bloquer la circulation. Donc, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. La voie à ma droite est réservée aux... Réponse A, camion. Réponse B, bus. Alors, tu peux remarquer que la voie de droite est délimitée par des lignes discontinues épaisses. Donc, ces lignes discontinues épaisses viennent matérialiser la présence d'une voie qui est réservée. Alors ici, comment on peut savoir que cette voie est réservée au bus ? C'est simple, il y a un indice, il y a un arrêt de bus juste ici. Donc, effectivement, cette voie est réservée au bus. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Je circule hors agglomération. La signalisation indique un passage à niveau. Avec barrière, oui réponse A, non réponse B. À 150 mètres. Oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on a une triple signalisation. Alors, tout d'abord, le panneau triangulaire. Donc, ce panneau indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. À ne pas confondre avec son pendant, qui est ce panneau, et qui indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Juste en dessous de ce panneau, on a un panonceau. Et comme d'habitude, le panonceau vient préciser le panneau qui est au-dessus. Et donc le panonceau, il nous dit quoi ? Il nous dit que ce passage à niveau sera accompagné d'un feu clignotant. Également, en dessous, on a ce qu'on appelle des balises. Alors, ces balises vont te donner la distance à laquelle se trouve ce passage à niveau. Alors, lorsque cette balise a 3 bandes rouges, alors cela veut dire que le passage à niveau se trouve à 150 mètres. Lorsque cette balise a 2 bandes rouges, ça veut dire que le passage à niveau se trouve à 100 mètres. Et lorsque la balise a qu'une seule bande rouge, c'est que le passage à niveau se trouvera à 50 mètres. Donc ici, la signalisation indique un passage à niveau
avec barrière, la bonne réponse est la réponse A. À 150 mètres, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 4. La distance de freinage d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, important à savoir, bien sûr, la distance de freinage dépend en fait de la masse du véhicule. À vitesse égale, bien sûr. À vitesse égale, la distance de freinage d'un véhicule plus lourd sera plus grande. Donc, la bonne réponse ici, bien sûr, c'est la réponse A. Au-delà de ça, cette question met en avant plusieurs concepts. Le concept de la distance de freinage, de la distance d'arrêt, de la distance de réaction, de la distance de sécurité. Ce sont 4 concepts différents, qui sont reliés certes, mais différents, et que vous devez savoir calculer. Très important. Il y a plein de questions dans l'examen officiel, on vous demande de calculer la distance de sécurité à 90 km, la distance de freinage à certains km/h, la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction. Tout ça, c'est des concepts que vous devez connaître, hein, d'accord ? Donc je vous renvoie au cours si vous voulez comprendre ces concepts. Question numéro 5. Un clou est planté dans mon pneu. Je dois réparer mon pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'un clou est planté dans votre pneu, il va falloir le réparer. Alors, vous ne serez pas obligé d'aller chez le garagiste, vous pouvez même le faire vous-même. Il faudra juste aller dans un supermarché quelconque et acheter un kit de crevaison. Alors ce kit, il est composé de quoi ? Il est composé tout d'abord d'un outil abrasif ou râpe pour préparer le trou et donc l'entrée de la mèche. Ensuite, un outil d'insertion, un jeu de mèche, puis un liquide vulcanisant. Donc le liquide vulcanisant, disons que considérez ça comme de la colle. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Tout d'abord, il va falloir retirer le clou avec un ciseau par exemple, ou même avec l'outil d'abrasion. Ensuite, il va falloir rentrer l'outil d'abrasion pour préparer le trou. Une fois que c'est fait, on met un peu de liquide vulcanisant. Ensuite, on insère la mèche dans l'outil porte-mèche. Puis, on insère l'outil porte-mèche dans le trou. On coupe ensuite avec un ciseau ou un cutter. Puis, on gonfle le pneu. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. La signalisation indique un passage à niveau. Réponse A, avec barrière. Réponse B, sans barrière. Alors, ça, c'est une question de cours vraiment basique. Alors, ce panneau donc de danger que tu vois indique la présence d'un passage à niveau avec barrière.
Le panneau qui indique un passage à niveau sans barrière est celui-ci. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 2 mètres. Alors, en agglomération, afin de dépasser ce cycliste en toute sécurité, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. Ce panneau indique, réponse A, un endroit fréquenté par les enfants, réponse B, un passage piéton. Alors, ce panneau indique bien un endroit fréquenté par les enfants. Alors, ce panneau-là, souvent, vous le confondez avec ce panneau. Ce panneau qui est également un panneau de danger, mais qui indique un passage piéton. Alors, c'est même un peu plus complexe parce que vous avez ce pendant. Alors, le pendant de ce panneau, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un panneau d'indication qui indique un passage piéton et qui a une signification différente du panneau de danger. Et je vous conseille de bien connaître cette différence parce qu'il y a beaucoup de questions sur ces panneaux. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Dans cette situation, je peux circuler A en feu de route, B en feu de croisement, C en feu de position. Alors, ici, on est dans une agglomération éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et en feu de croisement. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, pour tous ceux qui se sont trompés à cette question, je suis désolé de vous le dire, c'est que vous ne connaissez pas votre cours. Voilà. C'est que vous n'avez pas vu le cours. Ce genre de questions tombe énormément durant les examens officiels. D'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir 3, 4, 5 questions sur l'utilisation des feux. Question numéro 10. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors, pour répondre à cette question, tu dois déjà connaître deux notions très importantes. Des notions de cours, qui sont les étendues de prescription pour les panneaux d'interdiction et également la vitesse maximale autorisée selon les types de routes. Alors, commençons déjà par les étendues de prescription des panneaux d'interdiction. Comme tu le vois ici, on a un panneau de fin d'interdiction de limitation de vitesse à 70 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde bien cette petite animation. Si tu vois ce panneau, ça veut dire que avant, il y avait ce panneau d'interdiction. Donc, entre ces deux panneaux,
la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Mais qu'est-ce qui se passe après le panneau de fin d'interdiction ? Après le panneau de fin d'interdiction, la vitesse maximale autorisée dépendra de la vitesse réglementaire selon les types de routes. Alors, des types de routes, t'en as plusieurs. T'as les autoroutes, tu as les routes à chaussée séparées, tu as les routes à double sens de circulation avec créneaux de dépassement. Et enfin, tu as les routes à double sens de circulation. Et c'est le cas ici. On est dans une route à double sens de circulation. Et quelle est la vitesse réglementaire maximale sur une route à double sens de circulation ? C'est 80 km/h. Donc, pour répondre à la question, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 80 km/h parce qu'on aura passé le panneau de fin d'interdiction. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 11. Ce dispositif permet de vous aider à passer les vitesses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est un dispositif nouveau qui d'aide à la conduite, qui ici vous aide tout simplement à passer les vitesses. Là, par exemple, l'ordinateur vous conseille de passer la vitesse numéro 6. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Je rentre dans un tunnel. Je reste en feu diurne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez, il y a le petit panneau d'obligation « Allumez vos feux » juste à droite. Cela signifie que vous êtes dans l'obligation d'allumer vos feux de croisement. Donc ici, les feux diurnes ne sont pas suffisants. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu diurne, je vous conseille fortement d'aller dans la formation en lien dans la description. On a mis en place une plateforme pédagogique en ligne. En plus, très très accessible. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment accessible à tous. Il y en a pour tous les budgets. Donc, mais si vous ne savez pas ce que c'est que des feux diurnes, là par contre, il faut aller dans le cours. Donc ici, les feux diurnes ne seront pas suffisants. On a une obligation d'allumer nos feux de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Je dépasse le cycliste ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne le cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans une situation quand même assez particulière. On va faire le point. Alors déjà, on a un poids lourd à droite qui est garé sur une voie à vélo. On a un cycliste devant nous qui est sur le point de dépasser ce poids lourd. Et on a également en face de nous, vous voyez, le véhicule bleu qui vient en contresens sur la voie de gauche. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va animer ça, on va faire une petite animation, ça va être plus simple. Alors, avant de commencer, parce que je vous entends pester, je le sais parce que j'ai des élèves. Alors,
qu'on soit d'accord, on met tout le monde d'accord. Ici, s'il y a un responsable, le responsable, c'est le poids lourd. Le poids lourd n'a rien à faire ici. Bon. Seulement, il est là. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais ici, le fautif de cette situation, c'est le poids lourd. Bon, on a ce poids lourd donc qui prend toute la largeur de la voie vélo. On a ce cycliste qui est en train de dépasser ce camion et nous derrière. Alors la seule chose qu'il y a à faire, effectivement, là, dans cette situation-là, c'est de laisser passer le vélo. Hein, et de ne pas le dépasser. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, peut-être que le cycliste ne nous a pas vus, et je pense que là, dans cette situation, le cycliste ne vous a pas vu. Il était plus concentré sur le poids lourd. Mais pourquoi je dépasse pas le cycliste aussi ? C'est pour l'écart réglementaire. Ici, on est en agglomération donc de 1 mètre à laisser entre vous et le vélo. Là, on a un véhicule qui arrive à contresens. Hein. Dans la photo, c'est le véhicule bleu. On a un véhicule qui arrive en contresens et on voit que les voies ne sont pas super larges. C'est-à-dire que je ne pourrais pas laisser 1 mètre d'écart entre mon véhicule et le cycliste sans toucher le véhicule qui vient en face de moi. Donc ici, ce que je fais, c'est que je ralentis et je laisse passer le cycliste. Tout simplement. Alors, est-ce que je klaxonne le cycliste ? Ici, il n'y a aucune raison pour klaxonner un cycliste. De plus, c'est totalement interdit en agglomération, sauf en cas d'urgence, d'extrême urgence. On klaxonne quand vraiment on n'a plus le choix, en fait. Là, on a le choix, on peut tout simplement soit maintenir sa vitesse, soit décélérer pour laisser passer le vélo. Et voilà, tout simplement. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 14. La barrière du passage à niveau est endommagée. J'utilise ce téléphone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que les bandes téléphoniques qui sont à proximité des passages à niveau sont directement reliées à un agent de gare. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce téléphone pour 4 raisons. Si la barrière elle reste fermée, si la barrière elle est cassée, s'il y a un obstacle sur la voie, par exemple une voiture en panne, ou s'il y a un dysfonctionnement des installations. Donc effectivement, la barrière du passage à niveau est endommagée, alors je peux utiliser le téléphone. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Je klaxonne le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, je pense que maintenant, tu le sais, en agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Ici, il n'y a pas de danger immédiat. Le piéton est assez loin. Donc, est-ce que je ralentis ? Bah oui, ici, je ralentis et je laisse passer le piéton. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 16. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 17. Avec un coffre sur le toit, ma consommation augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, tout ce qui va amener à alourdir le véhicule va augmenter la consommation, tout simplement. Que ce soit des bagages ou des coffres sur le toit ou une remorque, par exemple. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. La voiture est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on voit une voiture qui est garée à cheval sur le trottoir et sur une place de parking. Alors, sachez que se garer sur un trottoir, c'est ce qu'on appelle un stationnement très gênant. Donc, c'est une infraction de classe 4, 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. J'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite supervisée. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Je récupère donc réponse C, 3 points par an, réponse D, 2 points par an. Alors, en général, ce genre de questions vous trouble parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, certes, vous connaissez le code de la route, mais vraiment en surface. Vous ne le connaissez pas de manière précise et approfondie. Alors, la conduite supervisée fait partie des différents types de conduite accompagnée que vous pouvez effectuer. En conduite supervisée, ma période probatoire est de 3 ans, comme un permis normal. Et je récupère donc 2 points par an durant cette période probatoire en conduite supervisée. Alors, il faut que vous compreniez une chose. On parle souvent de conduite accompagnée, mais la conduite accompagnée,
en fait, c'est juste une méthode d'apprentissage. Donc, vous avez 3 types de conduite accompagnée. Vous avez la conduite accompagnée supervisée, vous avez la conduite accompagnée encadrée, et vous avez l'apprentissage anticipé de la conduite. Effectivement, en apprentissage anticipé de la conduite, qu'on appelle conduite accompagnée AAC, c'est sur ce type de conduite accompagnée que votre période probatoire sera de 2 ans et que vous pouvez récupérer 3 points par an. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 20. Je peux rouler à réponse A, 30 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 70 km/h. Réponse D, 80 km/h. Alors, peu importe la route dans laquelle je circule, si ma visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Comme le montre ici le document que vous trouverez dans l'information. Donc, je peux également rouler à 30 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 21. Je peux me garer dans cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah écoutez, là c'est vraiment de la connaissance des panneaux. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux véhicules motorisés, donc voitures, camions, cyclomoteurs, motocyclettes. Donc effectivement, je ne peux donc pas me garer dans cette voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Les personnes âgées représentent une grande part de la mortalité chez les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, afin de répondre à cette question, je vous ai mis directement le schéma que vous pouvez retrouver dans le bilan annuel de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plus de 65 ans sont les plus concernés par la mortalité chez les piétons. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, pour répondre à cette question, donc, les personnes âgées représentent bien une grande part de la mortalité chez les piétons. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. En période hivernale, après ce panneau, je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule de chaîne ou chaussettes si je n'ai pas de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'équiper mon véhicule de pneus hiver si je n'ai pas de chaussettes ou chaînes. Réponse C. Seulement sur les roues motrices. Réponse D. Sur toutes les roues. Alors là, c'est vraiment
une question qui montre si vous connaissez réellement votre code ou non. C'est pas une question difficile, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, mais voilà, c'est vraiment une question où là, bon, si vous avez faux, clairement, vous avez besoin d'être formé. Alors, que veut dire ce panneau? Donc, vous savez que ce panneau, c'est une entrée de zone d'équipement obligatoire en période hivernale. Alors, qu'est-ce que dit ce panneau de manière exacte? Ce panneau, en fait, après ce panneau, tu es obligé, d'accord, soit d'équiper ton véhicule de pneus hiver, les 4 roues, quoi qu'il arrive, qu'elles soient motrices ou non, les 4 roues, ou de détenir un dispositif amovible, c'est-à-dire des chaînes métalliques ou des chaussettes. Il faut bien que tu vois la différence. Si tu as des pneus hiver, alors après ce panneau, en période hivernale, tu es obligé de les mettre, peu importe l'état de la route. Par contre, si tu as un dispositif amovible, tu n'es pas dans l'obligation de les mettre. Tu es dans l'obligation de posséder ces dispositifs amovibles. D'ailleurs, regarde, sur le panneau, le dispositif amovible, il est dans une mallette. D'accord ? Ici, les chaînes, elles sont pas équipées. D'accord ? Alors, il y a un autre panneau qui, lui, t'oblige à mettre des chaînes ou des pneus hiver. Donc, c'est ce panneau-là. Et ça, c'est un panneau d'obligation. C'est différent. Donc, tu vois ici la nuance. Ben voilà, c'est ça en fait, connaître réellement son code de la route. C'est la différence entre les gens qui vont l'avoir du premier coup et les gens qui vont le passer plusieurs fois. Voilà. Donc ici, en période hivernale, après ce panneau, est-ce que je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule de chaînes ou de chaussettes si je n'ai pas de pneus hiver? Bah non, je suis pas obligé d'équiper. Je suis obligé de posséder. D'équiper mon véhicule de pneus hiver si je n'ai pas de chaussettes ou chaînes sur toutes les roues, pas seulement sur les roues motrices, sur toutes les roues. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 24. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules est de A. 1 seconde, B. 2 secondes, C. 3 secondes. Encore une fois, c'est une question de cours. Sachez que ce sont des questions récurrentes. Hein. Il y a 4 distances à connaître. La distance de sécurité, la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Vous devez comprendre ces 4 distances et vous devez savoir les calculer. Ça, vous allez voir ça dans le cours. On ne va pas pouvoir voir ça aujourd'hui, ce serait trop long. Aujourd'hui, on parle d'intervalle de sécurité ou de distance de sécurité. L'intervalle de sécurité entre deux voitures doit être de 2 secondes. C'est-à-dire que ce qui vous sépare en temps entre vous et la voiture qui a devant, c'est 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Dans ce contexte, j'allume mes feux de réponse A, route, réponse B, brouillard. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors ici, donc on est sur une route à chaussée séparée.
et on a une présence de brouillard. Donc ici, on va pas allumer les feux de route. Ici, il faut allumer ces feux de brouillard. Concernant la vitesse maximale autorisée. Normalement, sur une route à chaussée séparée, on est à une vitesse maximale autorisée de 100 km/h, comme le montre le document des vitesses maximales obligatoires. Cependant, ici, on a une visibilité qui est inférieure à 50 mètres. Donc ici, on va devoir rouler à 50 km/h maximum. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 26. Tous les médicaments sont autorisés pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir qu'à l'arrière des boîtes de médicaments, il y a des pictogrammes. Alors, tout d'abord, il y a le pictogramme de niveau 1 qui est de couleur jaune. Celui-ci indique en fait que la conduite est possible. Mais il faut quand même que vous fassiez attention en cas de somnolence et de vertige. Ensuite, vous avez les pictogrammes de niveau 2 qui eux sont de couleur orange. Alors là, pour le coup, avant de conduire, il faut en parler avec votre médecin, votre pharmacien, enfin bref, un professionnel de santé pour savoir si vous êtes apte ou pas. Alors après, il y a le niveau 3. Alors le niveau 3, c'est le pictogramme de couleur rouge. Dans ce cas-là, il est interdit de conduire si vous prenez ce type de médicament. Donc, d'ailleurs, pour reprendre la conduite, il est obligatoire d'arrêter de prendre ces médicaments. Donc ici, à la question, est-ce que tous les médicaments sont autorisés pour la conduite ? La réponse est non. Question numéro 27. J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. L'ambulance privée derrière moi a activé son gyrophare. Réponse A. Je laisse le feu pour le laisser passer. Réponse B. Je m'arrête au feu. Alors là, on fait très attention. Les ambulances sont des véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage. Ce qui n'a rien à voir avec un véhicule d'intérêt général prioritaire. Ce sont deux types de véhicules différents. Les véhicules d'intérêt général qui bénéficient d'une facilité de passage n'ont pas la priorité aux intersections. Dans ce cas, je m'arrête au feu. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Ce véhicule est stationné sur une intersection. Il est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, il faut que tu saches qu'il est strictement interdit de se garer devant une intersection. C'est ce qu'on appelle un stationnement dangereux. Donc ça, c'est une infraction qui est sanctionnée par une amende de 135 € et 3 points sur le permis de conduire. C'est la plus haute infraction de stationnement que tu puisses faire. Donc ici, ce véhicule est stationné sur une intersection, il est en infraction. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Certains rétroviseurs intérieurs ont une position de nuit. Oui, réponse A, non, réponse B. Certains rétroviseurs intérieurs s'assombrissent automatiquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors effectivement, il y a des rétroviseurs intérieurs qui ont une position de nuit pour pas être éblouis la nuit par les usagers qui sont derrière nous. Et même, dans les modèles les plus récents, le rétroviseur intérieur se met en mode nuit, c'est-à-dire qu'il s'assombrit automatiquement. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 31. La polyconsommation alcool-médicaments diminue. Réponse A, la vigilance. Réponse B, le temps de réaction. Réponse C, le champ visuel. Alors, la polyconsommation, ça veut dire consommer plusieurs drogues en même temps. Par exemple, des médicaments et de l'alcool. Donc, la polyconsommation va diminuer tout d'abord la vigilance et également le champ visuel. Par contre, effectivement, il aura un effet sur le temps de réaction, il va augmenter le taux de réaction. Donc, il ne va pas le diminuer. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 32. Je circule à 50 km/h. Mon allure est adaptée à la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, donc on a un panneau de signalisation qui nous indique que la vitesse est limitée à 50 km/h. Très bien. Par contre, sur le côté gauche, vous voyez, il y a un car donc, dans lequel il y a sûrement des enfants ou des individus qui vont sortir ou traverser la rue. Donc pour le coup, ici, la vitesse n'est pas adaptée. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon,
Vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Le facteur fatigue est la cause de réponse A, 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Réponse B, 50% des accidents mortels sur autoroute. Réponse C, 2/3 des accidents mortels sur autoroute. Alors ça, ce sont les chiffres, hein, les chiffres de l'accidentologie à connaître bien sûr pour passer ton code. Donc la fatigue représente 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Cet enfant de moins de 10 ans et de plus d'1 mètre est à la bonne place. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est bien installé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la loi oblige les enfants de moins de 10 ans à être installés à l'arrière du véhicule. Cependant, si les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans ou si les places arrière ne sont pas dotées de ceinture de sécurité, alors on peut placer un enfant de moins de 10 ans à l'avant. Donc, est-ce que ici cet enfant est à la bonne place? Oui, il est à la bonne place. Est-ce qu'il est bien installé? Si vous remarquez, on voit que la ceinture de sécurité touche sa joue. Donc, clairement, ici, la ceinture de sécurité n'est pas adaptée. Il va falloir utiliser un siège adapté à sa morphologie. Ici, vous remarquerez dans ce schéma que le siège avec dossier sera le plus adapté pour cet enfant. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 35. L'absorption d'alcool augmente la sensibilité à l'éblouissement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Diminue la sensibilité à la couleur rouge. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, l'absorption d'alcool va augmenter la sensibilité à l'éblouissement. Également, bon à savoir, diminue la sensibilité à la couleur rouge, donc la plupart des panneaux de signalisation et des feux. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 36. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici la signalisation
montre donc un panneau d'interdiction de vitesse maximale, ici 50 km/h, qui est accompagné d'un panonceau. Donc d'un panonceau affichant une motocyclette, attention, et non pas un cyclomoteur, une motocyclette, avec indiqué en interfile. Donc, les panonceaux, comme vous le savez, sont là pour préciser les panneaux. C'est une précision. Donc, que nous dit cette signalisation ? Elle nous dit que les motos en interfile ne doivent pas dépasser 50 km/h. Ils ont le droit d'être en interfile, mais ils ne peuvent pas dépasser en interfile la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Voilà. Ce panneau, enfin le panneau de limitation de vitesse, ne concerne pas les autres usagers de la route. Ici, en tout cas, les véhicules à moteur. Donc, il ne concerne pas les voitures et les camions et même les motos. Ce panneau concerne seulement ce qui est indiqué dans le panonceau, c'est-à-dire les motocyclettes en interfile. Voilà. Donc, la vitesse maximale autorisée n'est pas de 50 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Les usagers les plus impliqués dans les accidents avec les tramways sont: réponse A, les cyclistes; réponse B, les trottinettes; réponse C, les véhicules légers; réponse D, les piétons. Alors là, c'est vraiment une question de cours simple. Hein. C'est soit vous savez pas. Donc ici, je vous montre donc le document que vous retrouverez dans la formation. Et effectivement, les usagers les plus impliqués dans les accidents avec tramway sont les véhicules légers. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 38. Cette personne se retrouve inconsciente après un accident de la route. Pour la secourir, je dois: réponse A, la déplacer sur le trottoir pour la protéger; réponse B, la mettre en position latérale de sécurité; réponse C, vérifier un signe d'hémorragie. Alors, comment secourir une personne victime d'un accident de la route et qui se retrouve inconsciente? Alors, tout d'abord, tu dois vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Donc, une hémorragie, c'est du sang qui coule de son corps. Dans un deuxième temps, tu dois la mettre en position latérale de sécurité. Et dans un troisième temps, tu dois la couvrir, car toute personne victime d'un accident se met automatiquement en hypothermie, c'est-à-dire que son corps se refroidit. Alors, surtout, ici, il ne faut pas déplacer cette personne, car elle est inconsciente. Comme tu le sais, là, ici, on a seulement parlé du cas de secourir une personne inconsciente. Secourir une personne consciente, ce sera une autre procédure. Pour ça, je t'encourage à aller dans la formation. De plus, déplacer une personne sur un trottoir ne fait pas partie du secours, mais de la protection. Hein. N'oublie pas qu'il y a une procédure à suivre lorsque une personne est victime d'un accident corporel avec dommages corporels sur la route. Hein. Cette procédure, c'est le PA. Hein. Ici, on n'est pas sur la protection, on est sur le secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C.
Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je viens de perdre 3 points suite à une infraction en période probatoire. Réponse A. Je vais recevoir une lettre 48N. Réponse B. Je suis dans l'obligation de passer un stage. Réponse C. Je récupère 2 points par an.
Réponse D, mon amende sera remboursée. Alors, durant votre période probatoire, la récupération de points est très particulière. Alors, par exemple, si tu perds 3 points, regarde bien ce document que tu trouveras dans la formation. Eh bien, tu recevras tout d'abord une lettre 48N. Cette lettre 48N te permettra de passer un stage qu'on appelle K2. Et c'est un stage obligatoire. Après ce stage, tu pourras récupérer tes points et être remboursé de l'amende. Par contre, peu importe le nombre de points que tu perdras durant ta période probatoire, tu ne pourras plus récupérer ces 2 points par an. Tes points vont rester figés. Donc ici, est-ce que je vais recevoir une lettre 48N? Oui. Est-ce que tu seras dans l'obligation de passer un stage? Oui. Est-ce que tu vas récupérer tes 2 points par an? Ben non. Maintenant, tes points sont figés. Tu ne récupéreras plus tes 2 points par an. Est-ce que mon amende sera remboursée? Bah oui, parce que tu seras dans l'obligation de passer un stage. Et quand tu auras passé ton stage, ton amende sera remboursée. Et tes points perdus, c'est-à-dire ici les 3 points, seront récupérés. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Question numéro 40. Durant ma période probatoire, je place le signe A de préférence. En A, réponse A. En B, réponse B. En C, réponse C. En D, réponse D. La bonne réponse ici est la réponse C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.